à tous. Nous nous retrouvons ce matin, deuxième jour du salon. Avec 3 intervenants, nous allons parler du cadre technique et réglementaire des conducteurs de grue auxiliaires, communément aussi appelés camions-grues et plein d'autres noms, on pourra le voir. Donc nous avons 3 invités avec nous. Anthony Lubin, bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes directeur technique de la société FACI. François-Xavier Arteri, bonjour. Bonjour. Et alors vous êtes expert en prévention des risques professionnels pour l'INRS sur les appareils de levage. Et Eric Stropiana, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UFL et directeur de l'activité levage, transport et manutention pour la société Foslev. Alors le marché des grues auxiliaires est encadré par des normes, par des règles. On va faire le point aujourd'hui sur le métier de conducteur de grue auxiliaire avec vous. On commence, Anthony Lubin. Votre société est à la fois constructeur de grues en Italie et vous en France, FACI France, vous en êtes le distributeur. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les usages de ce type de camions et d'engins et puis après, ses avantages pour les clients et pour vous en tant que professionnel? Oui. On a une gamme qui est dédiée aux travaux publics, donc ça va être 30% à peu près de notre activité. En France, plus que dans l'Union européenne, les grues sont équipées travaillent pour les travaux publics en remplacement d'engins. C'est plus valable en France que dans le reste de l'Europe. On va avoir aussi du levage et de la manutention, pure et dure, pour du montage de groupes clim ou de containers. On va avoir également de la livraison de matériaux, type palettes de tuiles, big bag, etc. pour livrer les chantiers pour nos clients. On va avoir aussi une gamme de recyclage pour la collecte de déchets dans l'environnement. On va avoir du funéraire, bien sûr, ainsi que du marché spécifique. On va avoir du maritime, du nucléaire, du ferroviaire, etc., etc., etc. La dimension de ces camions, c'est à peu près... On a toutes les tailles, ça correspond à tous les besoins du marché. On va avoir du petit véhicule qui va passer un petit peu partout pour faire des espaces verts pour les collectivités. On va avoir aussi du matériel un peu plus gros en remplacement sur certains chantiers de grues auxiliaires, de grues à tour, pardon. Oui. C'est des véhicules qui sont complets et qui passent dans des endroits où les grues à tour ne passent pas, avec des capacités de levage qui sont parfois supérieures à des engins autonomes en fait. D'accord, donc dans ces avantages, c'est vraiment cette possibilité d'aller au plus près? C'est des couteaux suisses en fait. On va avoir aussi la possibilité d'avoir tout un tas d'accessoires hydrauliques qu'on peut rajouter sur les grues pour en faire une sorte de couteau suisse. Et ça correspond à plusieurs activités en même temps. Un levageur va pouvoir faire tout un panel de travaux différents en fait avec nos engins. Donc ça reste du marché très urbain? Oui. Dans les segments qui sont adressés avec ce type de produit? Oui, tout à fait. Il y a des normes techniques de sécurité pour vous, en tant que constructeur aussi, que vous devez intégrer dans vos produits. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans le produit? Dans un premier temps, il faut suivre la construction de la machine en elle-même dans les usines de fabrication. On est soumis à la norme ISO 12100 qui garantit l'utilisation, le fonctionnement correct de la machine, la résistance de la structure, des structures, des vérins, des valves, etc. On est soumis aussi à la norme EN 12999, qui est la norme de stabilité des matériels de levage. On doit garantir... On a sur les autres types de grues? Oui. Alors, ça va être d'autres normes. D'autres normes. Ouais. Donc il y a quand même des normes qui sont spécifiques à ce type de ce qu'on appelle des normes de type C, qui donnent présomption de conformité à la directive machine. Et nous, on est soumis donc à cette norme qui est la 12999, ainsi que tous les autres constructeurs de grues auxiliaires, où on doit garantir à l'utilisateur l'utilisation en toute sécurité de la machine. On doit garantir aussi la stabilité de l'engin. En fonction de la sortie d'extension de stabilisateur, la capacité de levage doit être adaptée pour une utilisation en toute sécurité de l'utilisateur. On peut lever jusqu'à quel poids? Tout va dépendre en fait du tonnage de la machine jusqu'à la sortie d'extension de stabilisateur. Et au maximum? Au maximum, on va pouvoir lever une trentaine de tonnes, 30-40 tonnes. Il y a des tests qui sont faits, vous, en tant que constructeur, avant d'être mis sur le marché? Tout à fait. On a des tests d'effort, des tests d'usure, des tests de résistance de l'acier. Et ensuite, à l'installation, lorsqu'on installe les grues sur des châssis, on a toute une batterie de tests avant livraison au client, sur lequel on doit garantir une utilisation en toute sécurité. Elle dispose des systèmes aussi anti-collision? On est capable aujourd'hui de détecter une cabine de camion. La grue s'arrête avant de toucher la cabine de camion. C'est en fait pour l'utilisateur un souci de moins. Tout simplement, il n'a pas besoin de regarder 2 endroits en même temps.
Il s'occupe que de son levage et on met en place des sécurités qui garantissent le respect de l'utilisation de la machine en fait. Et on a aussi le dépliement automatique de la grue. C'est pareil, c'est un outil qu'on a développé pour soulager un peu l'utilisateur. Donc ça se déploie. Ça se déplie tout seul et ça se replie tout seul. Ça se replie, surtout même en termes d'urgence, de tempête. Exactement. C'est assez réactif d'ailleurs. En quelques secondes, on met en place le dépliement ou le repliement de la machine automatique. C'est un souci de moins pour l'utilisateur. Donc pour utiliser ces machines, les conducteurs doivent être bien évidemment formés. Ça s'adresse en plus à des cibles différentes. Il y a à la fois le transporteur, le professionnel a une double casquette. Tout à fait. François-Xavier Arteri, aujourd'hui, il y a des risques quand même qui peuvent être rencontrés sur les chantiers avec ce type de produit. Oui. Alors il y a les systèmes de sécurité que le fabricant met en place, mais derrière il y a vraiment l'usage et l'environnement dans lequel il se trouve. À quoi il peut être confronté ce conducteur levageur? Il y a différentes familles de dangers. Il faut bien voir qu'un appareil, même s'il est conforme, même s'il est conçu par rapport à un cadre d'emploi, il faut veiller au bon respect du cadre d'emploi. D'où la formation des conducteurs. Puisque la question est sur les différentes familles de dangers, il y a déjà la famille de dangers liée à l'environnement dans lequel on utilise la grue. Le fabricant va dire vous ne devez jamais vous approcher à moins de 3 mètres ou 5 mètres d'une ligne électrique haute tension, par exemple. Mais vous pouvez vous retrouver sur un chantier où vous avez effectivement ces lignes haute tension. Donc, il faut bien les identifier et mettre les mesures de prévention adaptées. Il y a la portance du terrain. On parlait tout à l'heure de stabilisateurs qui contribuent à la stabilisation de la grue. Et donc, il y a une descente de charge sur le terrain. Il faut que le terrain ait une résistance qui soit adaptée à ces efforts. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir une rupture de terrain et un renversement donc de la grue. Il y a le dévers et la pente du terrain, puisque la grue doit toujours être utilisée à l'horizontale. Donc en fait, même si le fabricant fait des choses conformes, il faut quand même que l'utilisateur veille à la bonne adéquation de l'environnement vis-à-vis de l'utilisation. Donc ça, c'est la première famille de danger, l'environnement. La deuxième, c'est lié à la manutention des charges. On est confronté à tous les risques liés à la manutention de charges, un mauvais élingage, des ruptures d'accessoires parce qu'on les a mal mis en œuvre. Une mauvaise maîtrise du ballon. Le ballon, c'est quoi? C'est vous déplacer une charge d'un point A à un point B. Durant ce déplacement, si vous maîtrisez mal le mouvement de la charge, vous pouvez percuter un salarié ou une personne. Même si on veille à exclure les gens. Il y a un périmètre de sécurité autour de ce type de grue. Normalement, on doit le mettre, mais c'est jamais... À peu près, normalement, c'est combien de mètres autour de l'engin? C'est sur la zone sur laquelle vous allez faire la manutention. Oui. Si vous allez décharger au pied du camion, vous n'allez pas faire une zone très, très étendue. Si vous devez décharger très loin, vous allez avoir des zones de périmètre plutôt sur la zone proche du camion et sur la zone de déchargement. Mais après, c'est l'analyse de risque qui est faite sur le terrain. Et la troisième famille, ça va être les risques de chute. À la fois les chutes liées aux montées-descentes d'engins, puisqu'on a des choses à décharger qui se trouvent sur un plateau de camion qui malheureusement n'est pas sécurisé par rapport au risque de chute de hauteur. Et le risque de chute de plein pied, notamment quand on utilise des radiocommandes et qu'on va se déplacer tout en manœuvrant, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu. Mais si on se déplaçait tout en manœuvrant la charge, vous êtes focalisé sur la charge, vos pieds, vous pouvez très bien trébucher sur un obstacle au sol. Normalement, on est fixe. En théorie, c'est des mesures organisationnelles, donc c'est jamais une fiabilité à 100%. Il peut être seul. La personne peut être seule pour travailler. On demande toujours à ce que la situation de travail isolée n'est pas acceptable. Il faut toujours être à minima 2 sur un chantier pour faire ce genre de manœuvre. On aura toujours besoin de toute façon d'être à minima 2 si on veut travailler en sécurité. En tant que préventeur, je ne peux que recommander d'être à minima à 2 sur un chantier. François-Xavier, quel cadre entoure ces conducteurs aujourd'hui, à la fois conducteurs et levageurs? Oui, bien entendu, il y a de nombreuses obligations qui incombent au chef d'établissement, dont l'obligation de formation du salarié. Si on résume un petit peu sur les cadres, en dehors de l'obligation d'avoir le permis de conduire, d'avoir les formations obligatoires pour le transport de marchandises, ce qui est vraiment lié au code du travail et à la conduite des grues auxiliaires, il faut déjà que le salarié soit apte à la conduite. Donc il a une aptitude médicale délivrée par un médecin du travail, avec un suivi individuel renforcé. Tous les 2 ans à minima, il doit faire sa visite médicale. Deuxième point, il doit avoir été informé de toutes les consignes de sécurité propres au chantier. Il doit avoir été formé à la conduite en sécurité de sa grue, de son équipement spécifique. Ça, c'est clairement indiqué dans le Code du travail. C'est l'article R4323-55. Et
il doit avoir été évalué, il doit avoir eu une évaluation de compétences et de connaissances. Un des bons moyens de démontrer cette compétence, c'est de passer un CACES. Donc il y a un CACES. Il y a une catégorie pour ce... En fait, pour le CACES sur la famille R490, il n'y a qu'un CACES, option poste fixe, et il y a une option pour la radiocommande. On va dire que presque l'option, c'est devenu le CACES poste fixe. Ok. Oui, il est généralement écrit. En fait, C'est une évidence, voilà. Déjà, en fait, il y a ces 4 obligations assez fortes en matière de formation du personnel. C'est des obligations qui incombent au chef d'établissement. Et après, il y a d'autres obligations liées au maintien, notamment en état, de l'équipement. Un équipement, il a beau être conforme quand on l'achète, il faut veiller à le maintenir dans le bon état de conservation et de veiller à ce qu'on l'utilise conformément à ce qu'a prévu le fabricant. C'est ce qu'on appelle l'examen d'adéquation. Un examen d'adéquation doit être fait. On ne peut pas reprocher tout au fabricant, même si aujourd'hui il y a un contrôle de déploiement de stabilisateurs depuis une quinzaine d'années. Mais on se doit de matérialiser, de formaliser par écrit cet examen d'adéquation pour vérifier que le salarié puisse bien travailler avec son engin en toute sécurité. En termes de maintenance aussi, on n'en a pas parlé, mais en tant que constructeur, il y a une certaine exigence. On a un planning de maintenance qui est aujourd'hui non obligatoire. On a aussi un contrôle semestriel des engins qui lui est obligatoire, sur lequel on va relever tout un tas d'anomalies. Enfin, le contrôleur va relever tout un tas d'anomalies qui peuvent être de légères à très graves, qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt conseillé du matériel. Aujourd'hui, aucun contrôleur n'a la possibilité d'arrêter un matériel. On a un devoir de conseil envers le client en lui disant les travaux qu'il y a sur la machine sont très dangereux, conseil de ne pas l'utiliser. Mais après, Ce n'est qu'un conseil. Ce n'est qu'un conseil, tout à fait. L'entreprise peut continuer. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, si je fais un contrôle semestriel, donc ça veut dire qu'il est effectué quand même très régulièrement, Oui. tous les 6 mois. Et ce contrôle-là, effectivement, en général, les préconisations qui sont faites par ces contrôleurs sont, dans la grande majorité des cas, respectées par les entreprises. On a quand même une pression client qui est impressionnante là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ça immobiliserait la machine aussi. voilà, ça immobiliserait la machine. Puis on a un contrôle qui est fait par nos clients de plus en plus, ce qui est une bonne chose, puisque finalement, ça tire la profession vers le haut. Hein. Et aujourd'hui, on est très régulièrement confronté à présenter les rapports de contrôle, et dans lesquels ces rapports, s'il y a une anomalie qui a été décelée, globalement, le client nous dit non, vous ne travaillez pas, vous repartez, vous changez d'engin. Donc ça, on a aussi cette participation du client à notre niveau qui facilite, je dirais, la prise de conscience des transporteurs et des ménageurs sur le fait de ne pas utiliser une matériel qui a été déclarée défectueux. Ça donne un Je cap. peux ajouter une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'arrêté du 1er mars vise à déceler en temps utile toute défectuosité susceptible de créer des dangers pour les personnes. Donc toute anomalie signalée sur ces rapports de vérification générale périodique peuvent conduire à un danger grave pour le personnel. D'accord ? Ce qui est un peu différent des opérations de maintenance, qui vise à maintenir dans le bon état opérationnel l'équipement, mais il ne faut pas confondre en fait les deux choses. Toute anomalie dans une VGP aurait dû déjà être vue au titre de la maintenance. Bon. Mais par contre, toutes ces anomalies qui sont décelées visent à prévenir la santé et la sécurité du personnel. Donc effectivement, un gros donneur d'ordre va être très sensible en disant vous avez tant d'observations, votre équipement, vous n'en servez pas chez nous. Bien sûr. De toute façon, je pense qu'on peut le comparer, ce contrôle, à un contrôle technique d'un véhicule léger. Hein. Aujourd'hui, vous avez une interdiction de circuler ou vous avez un délai pour effectuer les travaux. Donc c'est un peu le même cadre, effectivement, en fonction de la gravité des anomalies qui sont décelées. Il y a 15 ans, on ne regardait pas et on n'entretenait pas une grue comme on le fait aujourd'hui. Les clients ont compris qu'un bon entretien de la machine, ça garantit une utilisation plus longue et des arrêts moins réguliers au garage. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques années, on a une vague de maintenance qui revient à nous dans nos garages partenaires. Voilà. Une prise de conscience en tout cas des entreprises. On fait les entretiens en temps. Et puis les grues ont évolué aussi. Aujourd'hui, la grue vous met un message d'alerte entretien. C'est plus facile pour l'utilisateur. Comme sur sa voiture, il a un message pour faire la vidange, il a la même chose sur la grue. Le conducteur aussi, ça le sensibilise en voyant ces messages d'alerte, de se dire à l'entreprise, je pense qu'il faut faire le nécessaire là. C'est bénéfique. Ah, il y aurait un autre paramètre aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est que de plus en plus ces engins-là, ils ont une électronique embarquée. Et que cette électronique embarquée, finalement, en termes de maintenance, n'est pas accessible à tout le monde. Donc on est contraint quelque part, par cette électronique embarquée, à revenir chez le fabricant
pour effectuer les travaux de changement de capteur, de maintenance, de reprogrammation, etc. Donc voilà, donc c'est vrai que cet échange avec le constructeur devient beaucoup plus fréquent qu'à un moment donné. Oui, c'est pas juste un achat et après on le voit plus en fait. Ouais. Parce que là maintenant c'est c'est le constructeur qui a la charge de faire cette maintenance. Il y a une quinzaine d'années, on achetait les grues et alors on qu'à les l'époque, revoyait voilà, plus. on avait les engins qui étaient entièrement hydrauliques, C'est vrai. je dirais, à part avoir des fuites hydrauliques ou des choses comme ça, qui étaient accessibles en termes de réparation à tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut voir aussi que ce sont des investissements importants. Vous avez tout intérêt à faire une bonne maintenance pour faire perdurer dans le temps effectivement votre équipement. La personne, en tout cas l'utilisateur, a cette double casquette. Comment on fait, Eris Propiana, pour pouvoir exercer cette activité? Je pense qu'il faut revenir à l'origine des contrats et de la réglementation. Je pense qu'aujourd'hui, on est transporteur public. C'est un titre ou une fonction. Hein. Pour être transporteur public pour compte d'autrui, déjà, il faut avoir certains prérequis. Le premier prérequis, Marion, c'est d'être inscrit au registre des transporteurs. Ça, c'est le premier prérequis et des loueurs de la région dans laquelle on exerce. D'accord ? Cette inscription, elle est soumise à des conditions de capacité professionnelle et financière. Donc, capacité de transport et une immobilisation du capital nécessaire à l'obtention de licences communautaires de transport. Donc ça, c'est le premier cadre pour être transporteur. Pour être transporteur. Mais ça ne suffit pas. Il faut être titulaire aussi des titres administratifs de transport. Donc j'ai parlé aussi des licences communautaires. Ce n'est pas parce qu'on a immobilisé le capital qu'on a forcément une licence communautaire. Donc la licence communautaire, elle est délivrée par l'administration. Donc finalement, on se rend compte que là-dedans, pour être transporteur routier public de marchandises ou loueur de véhicules, c'est le même cadre, voilà, il faut avoir ces trois prérequis, on va dire, être inscrit au registre de transporteur, immobiliser un capital financier et avoir des licences communautaires délivrées par l'administration. Ça suffit pour être transporteur. Mais il existe aussi des entreprises qui réalisent du transport de marchandises, qui ne sont pas du transport public, mais du transport, ce qu'on appelle pour compte propre. Qu'est-ce que le transport pour compte propre aujourd'hui? Un véhicule qui doit appartenir à l'entreprise ou qui est pris en location régulière. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un véhicule que je prends à l'année en location chez un loueur. Donc là, ce véhicule, on considère qu'il appartient à l'entreprise qui va réaliser le transport. Il nous faut, dans ce véhicule, transporter des marchandises qui sont théoriquement, qui appartiennent, on va dire, aux transporteurs finalement. Alors il y a 8 qualités qui sont très clairement définies dans les textes. Hein. Pour être sur un compte propre, il faut être soit propriétaire de la marchandise, soit vendeur de la marchandise, soit producteur de la marchandise, acheteur éventuellement, locataire, quelque chose que je prends en location, transformateur, réparateur ou éventuellement extracteur. Et là on pense plutôt aux produits miniers, etc. Donc c'est les 8 qualités que doit comporter à minima ce produit, hein, une parmi les 8, pour qu'on considère que ce transport est un compte propre. Il y a une petite nuance à tout ça, c'est que finalement, ce transport, il doit rester une activité annexe à l'entreprise qui effectue le transport. Alors, c'est un peu complexe, un peu très réaliste, hein, donc c'est un sujet compliqué. C'est pas son premier métier, en fait. Il ne faut pas que ce soit son premier métier, effectivement. Si je prends un exemple, quelqu'un qui fait de la vente de matériaux, aujourd'hui, va disposer de camions avec des crans de levage. Il va se situer dans une activité où il est effectivement aujourd'hui propriétaire et vendeur de la marchandise qu'il transporte. Donc jusque-là, pour lui, c'est du compte propre. Ces camions, en général, ils sont soit loués sur des longues durées avec des contrats de location, soit ils sont propriétaires, effectivement. Et finalement, l'activité principale de ce vendeur de matériaux, c'est pas le transport. C'est bien de faire de la vente de matériaux. Donc là, on se retrouve typiquement dans ce cadre-là. Alors, si on extrapole un petit peu, on peut dire que finalement, un levageur, qui n'est pas forcément un transporteur au sens propre du terme, en tout cas en termes d'activité principale, peut se retrouver dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une activité, comme on l'a dit depuis le départ, de transport et de levage. Hein? Levage au chargement ou au déchargement des colis. Si j'intègre cette activité de levage dans ma proposition que je réalise au client et que je lui dis à mon client, finalement, je vais faire une activité de manutention associée à une activité de transport. Donc il a un contrat spécifique à créer, en tout cas à mettre en place avec son client. Et il aura un contrat spécifique à mettre en place, effectivement, mais finalement, on se retrouve dans un transport pour compte propre. Puisqu'on échappe au transport pour compte d'autrui,
parce que la marchandise, elle fait partie intégrante d'une prestation complète qui intègre la manutention, une petite partie de transport et encore une manutention. Donc là, on échappe à toute la réglementation, je vais dire transport véritable, et on se retrouve dans un cadre d'un contrat un peu hybride entre levage et transport, etc. Et c'est là où on a quelque part un petit vide juridique, moi j'aurais tendance à dire, c'est que l'activité de transport à ce niveau-là, finalement, on n'a pas besoin d'avoir de licence communautaire. Donc on n'est pas considéré comme un transporteur routier public de marchandises, puisqu'on réalise du transport pour compte-propre. Donc la difficulté, elle se retrouve à ce niveau-là. Donc on est finalement sur deux domaines juridiques bien différents, qui est le transport public routier de marchandises, qui peut avoir des camions-bras et utiliser des camions-bras, puis finalement les activités de levageurs manutentionnaires, qui ont aussi ce type de matériel, mais sur un domaine juridique complètement différent, puisque l'activité de transport devient accessoire à l'activité de maintenance. Qu'est-ce qui protège le plus l'entreprise qui va réaliser la prestation? C'est de contractualiser avec son client avec deux types de contrats différents? Alors, ce qui se pratique aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut parler un peu de ce qui se pratique sur le terrain. Dans la réalité des faits, les transporteurs font des contrats de transport. C'est leur métier, c'est leur origine. On va parler de contrats types de transport qui existent au niveau de l'Union européenne, de la communauté européenne. Et puis finalement, l'activité de chargement et de déchargement est englobée un peu dans ce genre de transport, sur lesquels finalement, au niveau de la manipulation du bras, on ne va pas demander grand-chose aux transporteurs, si ce n'est un casse et des obligations de formation de son conducteur. Bien, tu as bien raison, François-Xavier. Mais derrière tout ça, on va un peu occulter les règles de l'art du levage finalement, en ayant la possibilité de détacher un conducteur en tant que pseudo-levageur, puisque l'activité du levage, pour eux, est accessoire. Pour les levageurs, au contraire, on va avoir une activité principale Qui est le levage. qui est le levage. Alors là, on est plutôt bardé en général en termes de formation, de compétences, etc. Et puis on fait une activité de transport accessoire. Donc entre les deux, je dirais qu'il y a une solution pour les transporteurs qui est assez simple, c'est le contrat de transport. Une solution pour les levageurs qui est assez simple, c'est le contrat de levage, manutention, associé à une phase de transport. Et dans l'idéal des cas, parce que c'est quand même le cas dans la profession aujourd'hui, le levageur est loueur de véhicules avec conducteur. Pourquoi loueur de véhicules avec conducteur? Puisque finalement, ce véhicule est mis à la disposition d'un client et le client reprend une grosse partie de ses responsabilités. Donc le risque... Donc le risque, exactement. Voilà. Donc on joue un peu entre les deux tableaux, ce qui pose des problèmes de contractuels et certaines fois de vide juridique entre les deux. Ouais, d'assurance. C'est l'assurance transport et l'assurance levage qui est... Voilà, donc c'est pas évident. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer cette situation qui est quand même ambiguë pour la profession aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui qui est évidente de ces domaines juridiques. Il y a une méconnaissance de la part de nos clients qui pensent que systématiquement, en ayant contractualisé un transport avec un levageur ou un transporteur, ils sont dans le domaine juridique du transport. Ce qui est faux dans la majorité des cas, parce que j'aurais envie de dire, toi en tout cas avec les levageurs, un peu moins avec les transporteurs, mais je pense qu'il faut communiquer sur ces choses-là. Il faut en communiquer, il faut en parler, il faut que les gens prennent conscience qu'on est dans des domaines juridiques complètement différents. Et je pense que l'UFL aujourd'hui, parce que j'en suis le président, Marion, travaille sur le sujet pour déjà informer et amender son guide des bonnes pratiques, qui est une guide plutôt basée levage, pour l'amender sur la partie transport, grue auxiliaire et utilisation de ces grues auxiliaires. Voilà. Une extension en fait du guide. C'est une extension qui est parce qu'on l'utilise quasiment au quotidien dans toutes les sociétés de levage. Et c'est vrai que je pense qu'il faut communiquer. Il faut communiquer là-dessus au maximum. Donc je suis très content d'être aujourd'hui. Mais ça permettra de relayer l'information en tout cas. Mais effectivement, il faut communiquer parce que là, tout le monde n'en a pas conscience. Est-ce qu'on peut faire bouger la réglementation? Ça, c'est un autre débat. Alors là on s'attaquerait au code du transport côté transporteur, Oui. ce qui est déjà un gros morceau. Ce code du transport, qui plus est amendé par certains textes européens qui prennent un peu le pas sur ce code de transport aussi. Donc là, on est sur un mammouth à faire bouger, très clairement. Je pense qu'avant de parler de réglementation et de faire changer, il faut déjà faire changer les mentalités. Voilà. Ouais, que les professionnels prennent conscience Que les du professionnels risque qu'ils sont en train de prendre. Exactement. La protection aussi de leurs clients et quel est le meilleur cadre possible pour déployer le transport et le levage à la fois. Exactement. Bon, donc c'est possible, mais ça reste ambigu, ça reste complexe. Et maintenant, l'objectif, c'est que les levageurs et les transporteurs soient au courant
de cette situation, ce vide juridique qui existe. Tout à fait. Vous, en tant que président de l'UFL, vous pouvez les accompagner pour qu'ils mettent le meilleur cadre possible et qu'ils prennent le moins de risques. L'idéal, effectivement, serait de contractualiser pour un client un contrat de transport associé à un contrat de levage, donc quelque chose d'un peu hybride. Voilà. Ça se fait très rarement encore aujourd'hui parce que justement, il n'y a pas cette prise de conscience au niveau des contrats et des responsabilités de chacun. Faire bouger la réglementation, oui, comme on l'a dit, c'est une possibilité, mais qui prendra beaucoup de temps, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est plutôt d'informer les gens, ça on est d'accord, en tout cas nos clients. Il y a aussi, je dirais, dans ce domaine-là, une utilisation de plus en plus détournée de ces bras de levage, de ces grues auxiliaires, qui ont été conçus, on le rappelle quand même, sur une norme différente de celle des grues mobiles. On parle de la EN 12999. Les grues mobiles, on va parler de la EN 13000, qui est une autre norme. Il faut quand même avoir conscience que ces grues auxiliaires, elles portent bien leur nom finalement. Ça doit rester quelque chose d'auxiliaire. Donc on est sur des fréquences d'utilisation imaginées par les constructeurs au niveau des normes, qui sont des fréquences de 1 à 2 utilisations, voire à la journée. 4 à la journée. À la journée. Voilà. C'est... Aujourd'hui, on détourne l'utilisation de ce produit pour en faire des grues mobiles, qui se faufilent partout, qui sont pratiques, etc., etc. Et ça pose des problèmes de maintenance, on en a parlé tout à l'heure, préventive et des fois curative derrière quand on est sur des cas extrêmes. Mais cette maintenance préventive, ça nécessite d'avoir des fréquences de maintenance beaucoup plus élevées. Les structures sont beaucoup plus légères que ce qu'on retrouve sur de la grue mobile, il faut en avoir conscience. Et donc les fréquences d'utilisation associées dans les calculs de fatigue de ces structures sont aussi moins impactants, on va dire. Oui. Voilà. Donc là, on est sur un cadre qui sort un petit peu de la règle du réglementaire, on est plutôt sur un cadre d'usage. Et François Xavier l'a assez bien décrit tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire la différence entre le produit, il a été conçu, très bien, il respecte les normes, très bien. Qu'est-ce qu'on en fait en termes d'utilisation ? Et là, ça pose des problèmes. C'est très intéressant comme point. En fait, il y a eu beaucoup de débats au niveau européen. Ce qu'il faut voir, c'est que les grues qu'on appelait avant grues auxiliaires au transport, maintenant sont des grues de chargement. C'est juste le terme qui a changé. Ces grues étaient conçues pour charger et décharger un camion. C'est ça. C'était auxiliaire au transport, mais c'était dans le cadre du transport. C'était pas pour faire de la construction. Oui, ça reste pas sur le site toute la journée à faire des opérations de levage. Oui, mais aujourd'hui, on le voit. Historiquement, en France, on avait une norme sur les grues de chargement avant les directives machines, donc avant 1995. Donc, ça parle à des gens qui ont un certain âge, où ils étaient limités en tonnage. Donc, on parlait d'équipements qui étaient bien standardisés de petit tonnage. Avec la directive machine et l'avènement de l'EN 12999, il n'y a plus de limitation de tonnage. Donc, elles se sont mises à concurrencer les grues mobiles. Dans le champ d'application, on dit qu'une grue de chargement, c'est quelque chose qui doit avoir une capacité, doit être installé sur un porteur ayant une capacité résiduelle d'emport de charge. Mais ça n'a jamais été défini. C'est quoi cet emport de charge ? C'est une caisse de bière ? Voilà. Donc, la différence avec la norme grue mobile, aujourd'hui, ça pose question. Très, très, très léger. Schématiquement, on va vous dire une grue de chargement, on voit bien, il y a un plateau avec une capacité résiduelle d'emport de charge et c'est fait pour charger et décharger ces fameuses charges. Mais comme on n'a jamais défini c'est quoi, c'est 2 tonnes, c'est 3 tonnes, c'est 10 tonnes, c'est un pourcentage de la capacité d'emport du camion. On peut dire que même une grue mobile, vous mettez une caisse de bière, vous pouvez une caisse de boulon et vous emportez bien des charges. Voilà. Donc après, où il faut relativiser les choses, c'est que les deux normes, c'est des normes sécuritaires. Qu'on prenne un champ ou un autre, elles n'ont pas exactement les mêmes dispositifs de sécurité. Le contrôle de déploiement des stabilisateurs n'est pas encore exigé sur les grues mobiles, il est exigé sur les grues de chargement. Elles vivent chacune leur vie avec un niveau de sécurité équivalent aujourd'hui, elles respectent les exigences. Mais c'est vrai que ça pose question, notamment en matière de calcul. Voilà. Donc ça pose ces questions-là. On a parlé tout à l'heure, François Xavier, de la capacité de chargement, et ça c'est un point important, à mon avis, à soulever. C'est que finalement, ces grues auxiliaires ont un certain poids. Dans le carrossage, ça rentre en ligne de compte dans le poids du véhicule. Et que finalement, la charge résiduelle acceptable sur le plateau de chargement, elle est de plus en plus faible, on va dire, parce que les grues sont de plus en plus grosses, c'est réduite. Là aussi, je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être amenée par l'ensemble des acteurs, des transporteurs ou des levageurs. J'ai pas de problème avec ça. Si on prend nos clients pour leur dire attention, oui, c'est le produit miracle, oui, c'est le poteau suisse, oui, c'est le produit qui va pouvoir faire des choses que les grues mobiles ne feront pas forcément. Et c'est un engin de transport, mais attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et en termes de charge utile sur ces véhicules-là, on est limité. Et ça, beaucoup de nos clients l'occultent
en disant j'ai un équipement qui fait 12 tonnes, oui mais votre bras il a la capacité de me décharger ou de charger. Oui, c'est vrai. Mais par contre, en transport, je suis en dehors du clos des codes de la route. Et ça, c'est une problématique. Donc on a encore vraiment un vide juridique à la fois pour conclure ce moment d'échange, un vide juridique sur la partie contrat entre levage et transport, et puis en termes d'usage des engins, en tout cas de capacité à lever les charges. Oui, l'examen d'adéquation. Ouais. C'est vrai que les grues de chargement, très souvent, ils peuvent avoir 4 stabilisateurs, mais très souvent, ils en ont que 2. On a dit tout à l'heure qu'il fallait les utiliser à l'horizontale. Bah, c'est vrai que les réglages sont plus simples sur une grue mobile qui comporte en général 4 stabilisateurs que sur une grue de chargement. Donc on retrouve des fois des grues de chargement qui ne sont pas utilisées conformément à ce que préconise le fabricant. Parce que vous êtes en pente, vous réglez bien le dévers latéral, mais pas du tout la pente. Il y a un paramètre quand même qui est important, c'est qu'en théorie, et je pense que monsieur va me confirmer, mais une grue de chargement, on devrait toujours avoir les roues du camion au sol. Ah oui. Oui. Voilà. Alors, Ce qui est à l'inverse d'une grue mobile où on impose d'avoir les roues décollées du sol. Décollées, Voilà. Donc on est sur 2 domaines différents. Et là où ça intervient effectivement cette difficulté, c'est dans les terrains un peu accidentés, hein, les pentes, les dévers, etc. Où pour compenser et être à niveau, au niveau de l'orientation de la rotation de la grue, eh ben, on se retrouve avec des grues qui décollent. Donc on surcharge les stabilisateurs, etc. etc. Donc oui, c'est bien pour charger et décharger sur un sol de parking. Ça a ses limites quand on intervient sur les terrains un peu accidentés ou pentus. Au départ, ça a été fait pour ça, charger et décharger du matériel sur des terrains plans, en fait. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que tout le monde en ait conscience. Non. Alors ce qu'on propose, en tout cas ce que vous proposez, c'est peut-être que les adhérents et transporteurs et levageurs, en fait, les deux parties puissent accéder à votre guide pédagogique Qui est en cours de rédaction. qui est en cours de rédaction. À peu près, il sera disponible quand pour Je pense d'ici la fin de l'année. d'ici la fin de l'année. Donc en tout cas, ça leur donnera le cadre et après de pouvoir agir conformément. Tout à fait. Et ce guide sera disponible sur notre site internet www.uflevage.fr. Merci à tous les trois Voilà. pour votre éclairage.